À l'heure où je publie cette vidéo, on connaît le prix Goncourt 2024. À vrai dire, la moi de la deuxième partie de la vidéo le connaît aussi, mais on se garde ça pour après. Je me souviens en 2019 avoir vu en librairie des rééditions de À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Proust qui avaient reçu le prix Goncourt 1919 et je m'étais déjà posé cette question, que valent les prix Goncourt il y a plus de 100 ans? Quand on regarde la liste des prix Goncourt, à part quelques noms qui sortent un petit peu du lot et qui sont restés dans l'histoire, globalement, c'est rempli d'illustres inconnus et de livres qui sont tombés dans l'oubli. Alors oui, le prix Goncourt, c'est en général un des livres, si ce n'est le livre qui se vend le plus chaque année en librairie. Soyons honnêtes, je suis pas du tout une fan des prix Goncourt. Je vous renvoie à une vidéo de Qu'est-ce qu'on lit qui a fait une excellente analyse des problèmes et des magouilles des prix littéraires de manière générale, et je partage à la base plutôt son avis sur le ras-le-bol des prix littéraires, clairement souvent un petit peu, là on se les donne entre amis, qui pousse à une surproduction de bouquins où on peut même pas tout lire et on n'est même pas garanti que ça soit bien. Cependant, j'avoue que cette année, j'ai très peu lu. Je pense que c'est l'année depuis genre 10 ans où j'ai le moins lu. Et j'ai envie de jouer le jeu du livre le plus populaire de l'année. Voilà, jouer le jeu du prix. Et je vous propose de faire ça ensemble, avec une petite comparaison des familles. Le passé, le présent, qui est le meilleur? On voit ça tout de suite. Bra bra bra. Bon, prix Goncourt 1924, Le Chèvrefeuille de Thierry Sandre. Vous voyez déjà, petite galette. Première particularité, c'est qu'il est donné au Chèvrefeuille au titre de trilogie. C'est-à-dire que le prix va avec un tome 2 qui s'appelle Le Purgatoire et un tome 3 qui s'appelle le chapitre 13 d'Athénée. Les trois sortis la même année. Après, s'ils font les trois la même taille, c'est-à-dire 100 pages écrits en très gros, ils auraient pu tout mettre dans le même, je pense, quand même. Hein. Mais bon, déjà, on voit une tendance de l'époque, qui est la sérialisation. Oh là là! Je croyais que c'était un truc très moderne d'aujourd'hui. Non, bon, bref. Moi, j'ai lu que Le Chèvrefeuille, j'ai pas lu les suites. Et très vite comprendre pourquoi. Je vais vous donner mon avis, je vais vous lire 2-3 passages. À la bonne franquette, un petit peu réacte livre. Thierry Sandre, c'est qui le gadjo? Thierry Sandre, c'est un poète, à la base, qui, comme beaucoup de jeunes hommes, va être envoyé au front à la Première Guerre mondiale. Il va combattre dans les tranchées, il va être prisonnier, et à son retour de la guerre, il va commencer à faire des anthologies d'écrivains, de poèmes, de textes, d'anciens combattants. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, où il va être un fervent soutien du maréchal Pétain, ce qui va lui valoir, après la Seconde Guerre, d'être considéré comme les auteurs interdits en France. Même s'il a été réhabilité, ça explique un petit peu pourquoi on n'a pas spécialement retenu son nom. Logique. Encore une fois, j'ai d'autres raisons. On va y venir. Alors, Le Chèvrefeuille, ça parle de quoi? C'est une histoire d'amour qui se passe à l'après-guerre, qui raconte l'histoire d'un ancien combattant, qui lui-même raconte l'histoire de son meilleur ami qui est mort dans les tranchées à Verdun et qui a laissé derrière lui une femme folle amoureuse de lui. Jusqu'au jour où, à une cérémonie du 11 novembre, il va croire, apercevoir, peut-être, son ancien ami à Paris. Plot twist, c'est bien lui. OMG, que va-t-il se passer? Ce que je trouve le plus intéressant en vrai dans ce roman, c'est qu'on dit souvent que les prix littéraires, vu qu'ils sont décernés chaque année, sont des très bons reflets des préoccupations de la société à un instant donné. C'est ce que j'ai d'ailleurs très hâte de voir avec le prix Goncourt 2024 et mettre ça un petit peu en perspective avec celui-ci. Et dès le début, dès la 3e page, il y a ce passage de la commémoration donc de l'armistice. De ce millier de curieux accourus afin d'être là quand s'allumerait la petite flamme qui ne doit pas s'éteindre, combien en est-il qui pourront se rappeler qu'ils ont vu, le 11 novembre 1923, à 6 heures du soir, le ministre de la Guerre, ancien sergent, Maginot, courbé de tout son corps pour la faire naître à jamais. On est littéralement dans le contexte de l'allumage de la tombe du soldat inconnu en dessous de l'Arc de Triomphe. Plutôt stylé, moi ça va, je suis direct embarqué là-dedans. Surtout que c'est pas un roman de propagande un petit peu nationale, puisque juste après, à la fin de cette cérémonie, où il est très ému, évidemment, puisqu'il a perdu de nombreux amis là-bas, il y a la réalité qui revient où les gardes républicains, un peu les CRS de l'époque, arrivent et disent à des personnes de la foule qui essaient de s'amasser pour la voir cette flamme, qu'est-ce que vous pensez voir? Vous n'avez qu'à rentrer chez vous, allumez votre fourneau à gaz, vous en verrez autant. La messe sublime était finie. Ce que je trouve vraiment hyper intéressant, du coup, dans ce contexte, c'est qu'on est à un moment de reconstruction du pays où les gens ont envie de mettre un petit peu derrière eux les horreurs de la guerre, avoir enfin un petit peu d'espoir, aller de l'avant. On n'a pas encore la grande crise de 1930, on n'est pas encore à la montée du fascisme. Et du coup, quand lui, il arrive avec sa nostalgie, ses traumatismes, il le dit lui-même, mais quoi, vais-je égrener des souvenirs de guerre comme un insupportable vétéran? La manière aussi dont il parle de la guerre. Aujourd'hui, on a un truc de devoir de mémoire très sacralisé aussi autour de ça, sacralisé autour de la souffrance aussi, et on entend peu parler de la guerre de cette manière-là. Pendant la guerre, on avait ainsi, sans motif, des quiétudes. Si l'on prévoyait que tel camarade n'en reviendrait pas,
il en était dont on se disait qu'il s'en tirerait malgré tout. Il dit ensuite que ceux qui étaient intelligents et un petit peu débrouillards, il y avait une espèce de confiance qu'ils s'en sortiraient, il n'y a pas de souci. Et du coup, on imagine un peu comment il pouvait dealer avec l'espèce de fatalisme que des proches vont mourir. Et il précise dans le même paragraphe, qui veut juger de cette période en jugera mal s'il ne donne point le pas aux puissances des sentiments. Et il parle aussi de son ami, celui qui est supposément mort à la guerre, qu'il le présente comme la figure du jeune homme qui avait hâte d'y aller. Il cite cet ami qui dit « Là-bas, nous verrons à nu des âmes humaines. Et après la guerre, songe au tableau nouveau qu'on pourra dresser non seulement de l'âme de notre peuple, que nous commencions à ne plus connaître. » Littéralement des discours qu'on peut trouver aujourd'hui chez des Zemmour où la guerre est ce qui révèle vraiment l'homme. Les temps de guerre font des hommes forts, quoi. Ce à quoi le narrateur répond simplement, en tout cas dans sa tête, « J'aurais préféré moins de vertu de sa part et plus de faiblesse. Alors, je l'aurais mieux compris. » Bref, il déplore tout simplement que son ami ait mis toutes ses angoisses derrière une espèce de carapace guerrière, nationaliste, alors que il aurait aimé qu'il s'exprime par le sentiment, comme un vrai ami finalement, à cœur ouvert. Ok, bon, on va pas faire durer plus longtemps le suspense de pourquoi en vrai j'ai pas aimé ce livre, c'est-à-dire qu'on va pas faire comme lui, dès littéralement le début, il dit qu'il voit un homme qui ressemble à son ami. Et il va insister là-dessus pendant la moitié du livre. Mais quand je dis insister, c'est même pas de manière fine. Je souris. N'avais-je pas l'air de m'engouffrer de bonne foi dans un roman d'aventure de la plus basse qualité ? Quant à l'homme de l'avenue de Wagram, qui m'avait tant occupé pour si peu, j'étais certain qu'il disparaîtrait vite de mes soucis. Toutes les 2 pages, toutes les 2 pages. Et à la deuxième partie, la moitié du roman, on en arrive au coup de théâtre. Effectivement, son ami, il est bien à Paris et il va le rencontrer et il va venir lui raconter tout ce qui s'est passé pendant ces pratiquement 10 ans d'absence. Et là, je peux te dire que il en fait des caisses. Si je fus surpris, moi qui compte cette histoire, je crois que nul le sera. Parce que je ne pouvais pas prévoir ce que le premier venu peut maintenant prévoir. Et oui, c'est vrai, je comprends pourquoi il précise et pourquoi il insiste, qu'il essaye un petit peu de revoir son passé, etc. Non, c'est mal fait. C'est vraiment, je suis désolé, c'est quand même mal fait. Honnêtement, j'ai juste la sensation qu'il a peur d'écrire son roman. Et que c'est une espèce de petite botte secrète, une espèce de petite pirouette d'un personnage qui se balade dans son quotidien et qui repense aux choses. C'est plus simple à raconter, il y a moins de tension à faire, ça prend moins de temps de mise en place aussi. Ou alors, trop ému, je n'aurais pas su être assez habile et l'on criera d'abord à l'invraisemblance. Il dit ça s'il avait essayé de faire en sorte, de pas insister. Et je trouve que c'est la preuve de ce que je dis depuis le début, l'aveu un petit peu de son impuissance, de son incapacité à bien écrire. Et ça, c'est Goncourt, ça. Enfin, désolé, mais il admet que il savait pas comment s'y prendre. Je me plains, mais il y a clairement des beaux passages. On sent aussi que à la base, c'est un poète. Voilà bien comment tout s'enchaînait dans ma pensée douloureuse. En partant pour l'Arc de Triomphe, j'avais, sans m'en rendre compte, emporté, plus intense que tous mes autres regrets et prêt à le dominer malgré moi, le regret de ce merveilleux bonheur anéanti. Ou alors ça, par exemple, c'est trop beau. Est-ce parce que j'ai lu trop de livres que je veux qu'il y ait aussi de la logique dans la vie ? Comme quelqu'un qui regarde trop de films, qui regarde trop de jeux vidéo, il y a toujours un petit peu, cette narration, ce sens qui t'amène quelque part. Et tu veux retrouver ça dans ta vie. C'est une belle phrase. Mais qui dit roman d'amour dit qu'il parle également beaucoup d'amour. Et c'est quoi sa vision de l'amour ? Elle a 2 facettes. Une que je trouve en vrai assez intéressante, on va la creuser un petit peu. Et une deuxième, par exemple, son narrateur, qui est célibataire, va un petit peu questionner la vision de l'amour et la mettre en rapport avec l'amitié. En parlant de la veuve, il va dire « J'avoue qu'elle m'étonnait un peu. Ma douleur avait moins d'éclat. Et pourtant, qui affirmerait que j'eusse perdu moins qu'elle en perdant mon ami, le compagnon de mes travaux et le témoin de mes jeunes rêves ?» Déjà, c'est magnifique, et puis je trouve qu'il y a une vision, effectivement, de l'amitié très belle et très juste quelque part. Et cet ami, il va avoir sur sa table de chevet un poème qui lui rappelle officiellement la relation entre Marthe et son ami. J'ai l'impression qu'il lui rappelle surtout la relation de lui avec son ami. Bref, un poème de Marie de France que je trouve assez joli en vrai. Il dit que Tristan est venu, qu'il a bien longtemps attendu pour épier et pour savoir comment il pourrait la revoir, qu'il ne saurait vivre sans elle, qu'il en serait de lui et d'elle, tout ainsi que du chèvrefeuille qui noue au coudrier sa feuille, lorsqu'autour du bois il s'est mis, et qu'il s'y est lassé et pris, ensemble ils peuvent bien durer, mais si l'on veut les séparer, le coudrier meurt promptement, le chèvrefeuille mêmement, bel ami, ainsi est de nous, ni vous sans moi, ni moi sans vous.
Et ça vaut aussi pour mes vidéos YouTube. Sans vous, je ne vais nulle part. Vos likes, vos partages, vos commentaires, vos dons aussi sur Ko-fi, c'est ce qui m'aide actuellement à pouvoir continuer la production de toutes les vidéos très différentes que j'ai envie de faire et construire sur le long terme sur cette chaîne. Donc vraiment, ni moi sans vous, ni vous sans moi. Par pitié, soutenez-moi. Sur sa vision de l'amour, j'ai une autre théorie. L'homosexualité. C'est l'homosexualité cachée. Tout le roman est centré sur son ami qui a disparu. C'est lui en vrai, le vrai héros, le vrai personnage. Le narrateur, il est là que pour raconter l'histoire de manière assez plate. On ne sait pas ce qu'il fait dans sa vie, il a l'air assez désincarné. Sa chambre, elle n'a pas bougé depuis la mort de son ami. Il n'a même pas touché au livre qu'avait posé son ami la dernière fois qu'ils s'étaient vus. Et l'histoire d'amour, c'est 2 autres personnages, dont lui a une relation très forte avec l'homme, et très froide avec la femme, qui est pas spécialement plus incarnée. Franchement, elle ne vit que par l'amour de son défunt. Basta. Ma théorie, donc, c'est que... Ok, j'ai rien compris à mes propres explications, donc on va la refaire avec des images en fond de moi qui galère. Ces 2 personnages, s'ils sont aussi vides, parce que ce sont 2 faces d'une même pièce. Elle ne sert qu'à faire vivre au narrateur ce que serait une relation amoureuse avec son ami. À vivre, par procuration, ce qui n'est pas socialement admis. Mais elle sert aussi à exprimer la douleur d'un amour impossible à travers la souffrance qu'elle-même ressent. Et comme tout ça c'est symbolique, évidemment, aucune de ces 2 relations ne peut finalement bien se finir. Par exemple, il dit, juste après le poème, « Je m'habituais vaille que vaille à cette vie qui était devenue la mienne sans Maurice. » C'est fort quand même. Ça fait 10 ans. Et quand Maurice arrive et lui raconte ce qu'il a fait durant toutes ces années et pourquoi il a voulu disparaître, il lui dit « Le jour où je l'ai connu, Marthe, ma vie s'est décidée. Ma vie est la tienne. Ne dis pas non. Depuis ce jour, il y eut, entre toi et moi, un secret de plus en plus profond. » Alors, il parle du fait que lui ne parlait pas de son amour pour l'autre femme. Leur amitié a été éloignée par un amour extérieur dont il avait honte de parler, parce qu'en vrai, c'est une relation toxique. On va voir juste après, c'est une relation toxique. Mais quand même, je pense que c'est la meilleure lecture de ce roman, parce que le reste va être assez insupportable. On en arrive enfin aux scènes de jalousie. Quand il était au front, c'est-à-dire littéralement à Verdun, ce qui le déprimait le plus, c'est de recevoir les lettres de sa femme pleines de jalousie. Tu as compris maintenant, n'est-ce pas? Tu comprends que j'ai accueilli l'ordre de mobilisation du 2 août 1914 avec un soupir de soulagement. La guerre est un soulagement pour lui à son mariage. Déjà, de quoi elle est jalouse, cette femme, au front? C'est jamais vraiment précisé. Oh putain, elle est jalouse de la relation avec son ami parce qu'elle soupçonne l'homosexualité ou peut-être même qu'elle est au courant. Et du coup, lui, il s'éloigne émotionnellement de son meilleur ami. Oh, j'avais pas compris ça. Merde, du coup, j'ai envie de lire le tome 2. On peut littéralement dire dans ce roman que son enfer personnel, c'est pas la guerre, c'est le mariage. Ou pour être plus précis, sa misogynie. Slay girl. Pourquoi je dis que son enfer, c'est la misogynie? J'en ai beaucoup parlé, il est temps qu'on plonge de pied dedans. Les bons auteurs de romans évitent de parler de bonheur. Ils ont le souci de ne pas blesser les lectrices, qui ont plus souvent rêvé que tenu l'éternelle chimère du bonheur. Oui, bien sûr. C'est débile de bonnes femmes. Les femmes ne savent pas dissimuler qu'une amie heureuse est presque à leurs yeux une mauvaise amie. La jalousie féminine, bien sûr. Parle-nous-en, Thierry. Bon, après, on va pas se mentir, trouve n'importe quel roman de il y a 100 ans, 150 ans, tu vas trouver de la misogynie. Ça manque quasiment jamais, vraiment. Il dit qu'au XXe siècle, il y a des choses très inquiétantes qui ont affecté les jeunes filles et les jeunes femmes. Certaines ont crié trop haut « liberté, égalité, fraternité ». Cette formule politique, appliquée inconsidérablement en amour, causa quelques désarrois. Parmi les hommes, ce n'est pas étonnant, mais parmi les femmes, ce fut plus grave. Il explique littéralement, au calme, que les femmes, en sentant égales des hommes, elles ont foutu le bordel, quoi. Elles ont créé des relations toxiques, elles veulent être un petit peu jalouses, elles veulent être rassurées, ça perturbe tout l'ordre établi des relations habituelles, hein. Et une autre, l'amour a pour elles plus d'importance que pour nous. Il est le fond même de leur vie. Elles ne peuvent pas oublier celui qui le leur révéla. Bien sûr. Ah, tous les psychologues sont d'accord sur ce point. Dans le mariage, l'homme a surtout le désir et l'illusion de créer en face la femme de sa vie. Il n'en est pas un qui accepte d'aimer une femme telle qu'elle est. Dire en disant ça, il serait d'accord avec plein de féministes misandres. Il le dit un peu après, gratte la croûte de toutes leurs relations, leurs désirs, leurs envies, même leur classe sociale, et tu y trouveras toujours le même homme
il n'est pas toujours digne d'admiration. C'est comme ça qu'il parle des hommes. Précis. Et ça va aller jusqu'au point où, dans son mariage, dans son couple, il va parler de dégoût. Ce dégoût que je te dénonce avec si peu de précaution, je n'y suis arrivé que lentement, insensiblement presque. Le quotidien, pour qui eut la sottise ou l'imprudence de la rêver exceptionnelle, on dirait qu'elle sécrète un poison sournois qui la ronge, sans compte sans doute. Et c'est fou, j'ai juste l'impression de tomber dans la mauvaise partie de Twitter, ou d'écouter les blagues de vieux tontons qui ne font que se plaindre de leur bonne femme, et que j'ai entendu toute mon enfance dans des sketchs de stand-up de tous les humoristes à la télé, quoi. Là, j'ai juste envie de dire, divorce, frérot, divorce. Pourquoi tu t'infliges ça? Qu'il en parle juste avant, en plus, qu'il est possible de divorcer. Ah non, il l'aime trop quand même, il ne peut pas faire ça. Il la déteste, mais il l'aime. Quand je lis ça, j'ai juste envie de demander, est-ce que les hétérosexuels vont bien? Vous êtes sûr? Pourquoi vous vous détestez comme ça? C'est normal? Quand on parlait de toxicité dans cette relation, qui est réelle pour le coup, c'est parce que peu à peu, la relation s'enferme dans une exclusivité, une jalousie qui est telle que il m'a paru qu'elle détestait tout ce qui n'était pas uniquement de nous. Et vous voyez instantanément de quel couple fusionnel on parle. Avec des gens qui ont une emprise sur vous, qui ne vous laissent juste parler à personne d'autre. Et pour le coup, oui, il y a une femme qui est effectivement toxique dans cette relation. Malheureusement, on n'en sait pas assez sur la personne, parce qu'elle a l'air de rien faire dans sa vie, à part avoir un mari. Donc je pense que ça aide pas aussi à pas devenir zinzin. Mais la réalité, c'est qu'on n'en sait juste rien. Elle est juste présentée comme une méchante. Basta. Et dit, j'aurais échappé à l'égoïsme de Marthe, mais à son amour, j'étais attaché. En fait, il aime juste qu'on l'aime, quoi, c'est tout. Bref, toxicité mutuelle, quoi. Moi aussi, je lui infligeais des scènes désastreuses, d'où nous sortions penauds, confus, brisés presque, mais prêts à nous réconcilier, ou déjà réconciliés, avec des promesses irrécusables. Hélas. Et c'est seulement en étant loin qu'il a pris conscience. Son engrenage toxique, je vis là-bas, plus nettement que jamais, jusqu'où j'avais accepté de descendre. Ah oui, à la fin, alors qu'il prend 1000 ans pour raconter le moindre petit léger événement, il balance son plot twist final pour donner envie d'acheter le tome 2, où devant la porte de chez Marthe, il rencontre une amie qui lui dit que, en fait, Marthe, elle va se remarier. Et oui, parce qu'évidemment, le Maurice, il était venu pour lui dire « Hello bébé, je suis revenu, je te récupère, tu te souviens, j'étais mort ». Et du coup, elle se remarie, voilà. Et lui, le Maurice, il va envoyer une lettre à son ami en disant « je m'en vais et je vais me suicider ». Fin du livre. Voilà, en gros, ce que j'en ai pensé. C'est pour ça aussi que même si c'est une trilogie, je trouve que le premier roman suffit à lui-même. C'est un roman que je trouve pas si bien écrit, avec des défauts et des ficelles vraiment grossières, qui se cachent un petit peu derrière des artifices d'écriture pour dire « Mais non, c'est normal si c'est pas très bien écrit, c'est parce que ça marche pas ». C'était quand même intéressant de voir comment ça se passait en 1924 dans un contexte d'après-guerre. Mais bon, clairement, pour moi, ça suffit pas. Bon, maintenant, j'ai juste hâte de lire le prix Goncourt 2024 pour voir un petit peu la comparaison, lequel je préfère, qui va gagner. Globalement, moi, ma sensation avec les Goncourt, c'est qu'il y en a à peu près 1 sur 3 qui est bien. Genre, il va y en avoir un que je trouve assez osef. Le suivant, il va un peu venir récompenser un écrivain qui est là depuis très longtemps, qui a fait plein de bons romans, mais sans jamais faire un chef-d'œuvre. Et puis, une année suivante, ça va être un vrai bon roman. Vous savez déjà, mais moi, je vais essayer quand même de faire une prédiction. Il en reste 4 finalistes en lice. On a, que j'ai jamais lu, mais que j'ai vu plusieurs fois dans des listes, des présélections de prix par-ci par-là. Archipel, donc, c'est aux confins de la Louisiane, une île porte le prénom de mon père. Depuis toujours, l'artiste a glané et entassé toutes sortes d'objets au milieu de ses toiles, autant d'empreintes des paysages qu'il a aimés et habités. Le mari, oh, c'est chiant. Le classique rentrée littéraire, une histoire familiale à la recherche de ses racines, de ses parents. On s'emmerde. Par pitié, j'espère que ce sera pas ça. On a Jarakanda de Gaël Faye. Gaël Faye qui avait eu un prix Goncourt des lycéens pour son roman dont vous avez sans doute entendu parler à l'époque, Petit pays. J'avoue que je le vois un petit peu comme un chouchou du Goncourt parce que il a beaucoup vendu à l'époque, son roman a beaucoup fait parler. Ça parle du Rwanda, du génocide des Tutsis. Candidat sérieux. On a Madeleine avant l'aube de Sandrine Colette. Sandrine Colette, elle a énormément écrit. Votre daronne en a sans doute déjà lu. Elle a longtemps été un petit peu une sorte d'écrivaine de terroir qui a écrit beaucoup de romans polars dans des régions françaises, etc., etc. Et depuis quelques années, depuis qu'elle est passée à Jean-Claude Lattès, elle essaye d'aller plus vers une forme de littérature noble, c'est-à-dire en tout cas de viser les prix. Là encore, c'est un roman qui se passe à la campagne, un petit peu mystérieux, avec une histoire de fille sauvage et affamée qui sort des bois, qui est recueillie par une autre famille. On sait pas trop ce qui se passe, qu'une écriture assez intime.
Est-ce que c'est un truc qui peut avoir un concours? Je pense pas. Mais on sait jamais, comme je disais, c'est une écrivaine qui est là depuis très longtemps, qui est insérée dans des grosses maisons d'édition. Ça pourrait arriver que le Goncourt décide un petit peu de la récompenser pour l'ensemble de son œuvre, comme ça a pu être le cas avec Amélie Nothomb et le Renaudot, quoi. Et enfin, Ouris, de Kamel Daoud, qui est un romancier qui a déjà eu, lui aussi, un prix Goncourt des lycéens en 2015. Roman qui parle de la guerre d'Algérie. Auteur un peu controversé, à vrai dire. Il parle par exemple de l'utilisation des termes d'islamophobie comme étant aujourd'hui utilisés comme une forme d'inquisition. S'affirmant très critique en 2019 contre les Ouriques qui s'opposaient à la 5e élection consécutive de Bouteflika, jusqu'à la veille d'élections législatives en 2021 où il disait « Manifester, c'est bien, mais manifester, pour moi, ce n'est pas un programme politique ». Et cette année même, en 2024, c'est toutes les éditions Gallimard qui auront été interdites de se rendre au Salon international du livre d'Alger à cause du livre Ouris de Kamel Daoud. Je vais être honnête, je pense que c'est le roman qui va gagner ce prix Goncourt 2024. Je pense pas que ça va m'enchanter, mais je pense que ça pourrait être intéressant et que ça peut aussi dire beaucoup sur notre époque et sur certaines positions que les intellectuels, que les médias, que des prix littéraires peuvent prendre sur la politique, la géopolitique actuelle, sur notre vision de l'histoire. Enfin bref, à voir. Voilà. Très rigolo au passage, il y a 2 hommes, 2 femmes. Les femmes sont centrées sur des histoires familiales et des histoires de relations. Les hommes sont centrés sur de l'histoire. Ah là là, les bons clichés. Bref, là-dessus, on termine la première partie. On se retrouve dans 10 secondes pour vous, dans 1 semaine pour moi, avec l'annonce du prix Goncourt que j'aurai lu. On va en parler. C'est parti! Ah! Bon, je fais genre, je suis sorti, mais en fait, je l'ai pas du tout trouvé le jour même en librairie. Du coup, je suis juste rentré. C'est pas grave, je l'ai acheté en EPUB, je l'ai lu sur mon portable. Je peux pas vous le montrer comme ça, avec le petit bandeau rouge, c'est dommage. Et ça m'arrange parce que c'était moins cher en EPUB. Mais surtout, j'avais raison. Prédiction bonne, je me suis pas trompé. C'est bien Ouris de Kamel Daoud qui a gagné le prix Goncourt 2024. Quand j'ai fait mes prédictions, j'avais pas trop regardé les articles pour savoir qui étaient les chouchous. En regardant juste après le tournage, j'ai vu que tout le monde le prédisait, donc il y a vraiment zéro surprise que ça soit lui qui l'ait. Mais, quand même une bonne prédiction. Et ça, please respect. Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur ce roman et ce qu'il y a autour de ce roman. Comme je le disais en première partie, c'est un roman avec beaucoup de connotations politiques. Je pense que le mieux, c'est de rester assez factuel. On va aborder ça en 3 parties. D'abord, qui c'est Kamel Daoud, puis le roman, de quoi il parle en détail, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, enfin voilà, comme pour l'autre, quoi. Et enfin, déballer les gros sujets, et je peux vous dire qu'il y en a à déballer. Ouais. Kamel Daoud, on l'a abordé tout à l'heure, c'est un écrivain algérien de 54 ans. Avant d'être romancier, c'est avant tout un journaliste, puisqu'il a commencé à bosser en tant que journaliste à Oran en 94, donc il avait 24 ans, et qu'il a couvert les événements dont on va majoritairement parler dans cette vidéo, c'est ceux de la guerre civile algérienne. Pour résumer très rapidement les événements principaux de cette guerre civile, qui s'étend sur à peu près une dizaine d'années, il n'y a pas de date de début si fixe que ça, ni de date des fins si fixe que ça, mais globalement, on peut noter quelques grandes dates, notamment en 88, une grande manifestation contre le gouvernement qui était principalement organisée et motivée par des islamistes, donc des personnes prônant un islam plus radical. Cette situation, elle va atteindre son pic de tension en 91, lorsqu'à des élections législatives, le FIS, le parti donc des islamistes, remporte les élections et que le gouvernement en place n'accepte pas ces résultats, décide d'annuler le scrutin et d'envoyer l'armée. À ce moment-là se déclenche près de 10 ans de guerre civile, où plusieurs groupes armés islamistes commettent des attentats un peu partout dans le pays, une guerre civile qui a fait officiellement près de 200 000 morts en 10 ans. Avec certaines répercussions jusqu'en France, on pense à la prise d'otage de l'Airbus. Je me souviens des images de cet Airbus, mais je ne me souviens pas du contexte autour. Donc je ne connaissais pas cette guerre, à part l'assassinat de Cheb Rasni et de tout le mouvement Raï, qui était un mouvement, on va dire, de libération et de contestation aussi dans les années 80-70, qui a connu son grand essor dans les années 90. Et voilà, comme je m'étais intéressé pas mal à ce mouvement, j'avais un petit peu appris quelques biais et quelques assassinats qu'il y avait eu de célèbres chanteurs par des islamistes durant cette décennie-là. Fait intéressant aussi à noter dans cette vie de Kamel Daoud, c'est que avant de devenir journaliste et de rencontrer toutes les horreurs de la guerre, parce qu'il en a vu, il en a décrit, beaucoup de morts et de chiffres qui ont été tronqués par son propre journal, il en parle dans le livre ainsi que dans ses interviews, c'est qu'avant ça, il raconte avoir eu une période où lui-même était islamiste. Il dit que ça s'est arrêté à ses 18 ans et qu'il avait participé à cette grande manifestation de 1988.
on a quand même dans sa biographie un espèce de trou de 6 ans entre 88 et 94 où il aurait fait donc ses études littéraires, mais on a très très peu d'informations sur ce qu'il faisait concrètement. Et certains de ses détracteurs disent qu'il a continué à faire partie du mouvement islamiste plus longtemps qu'il ne veut vraiment l'admettre. Je préfère le dire pour avoir vraiment tout le contexte de pourquoi aussi Kamel Daoud est un personnage controversé au sein même de la communauté algérienne. J'ai déjà évoqué son soutien à Bouteflika, le président qui a fait 5 mandats d'affilée. Il y a quelques années, il y avait eu la nuit de Cologne, où il y avait eu, lors d'un nouvel an, des viols et des violences qui auraient été faites par des personnes migrantes, et où Kamel Daoud avait dit que cela venait d'un problème des hommes du Moyen-Orient, de manière générale, dans leur rapport aux femmes. Ils ont vu une essentialisation de ce que sont les hommes maghrébins et une généralisation raciste. Bref, tout ce petit contexte étant posé, et j'en garde sous le pied, c'est quoi l'histoire d'Ouri, le prix Goncourt 2024 ? Ouri, c'est l'histoire de Aube, une jeune femme de 26 ans qui vit à Oran, possède un salon de coiffure qui est situé juste en face d'une mosquée. Elle ne porte pas le voile, elle fume, elle est célibataire, et le roman s'ouvre sur un dialogue entre elle et l'enfant qu'elle pourrait potentiellement avoir, qu'elle vient de découvrir qu'elle est enceinte. Toute la toile de fond, donc, de ce roman, c'est son désir ou non d'avorter. Elle cache ça à sa mère, avec qui elle vit, puisque l'avortement en Algérie est encore aujourd'hui interdit. Alors, il est autorisé sous certaines conditions, des conditions médicales. Donc, si la grossesse peut mettre atteinte à la santé physique, dans ces cas-là, il est possible d'effectuer un avortement. En revanche, le fait de parler de l'avortement, même en privé, avec des personnes, pour en faire, entre guillemets, la promotion, est passible jusqu'à 2 ans de prison. Vous avez compris, il a envie de mettre en contraste, en opposition, tous les paradoxes et sujets de société qui peuvent cliver, être difficiles à aborder en Algérie. Et si elle ne vit pas seule, c'est en partie parce que c'est une survivante de la guerre civile d'Algérie. Lorsqu'elle était enfant, vivant dans un petit village, une nuit, 2 islamistes se sont introduits chez elle et ont tenté de l'égorger. Ils ont tué toute sa famille. Elle a survécu, miraculeusement, mais a dès lors perdu l'usage de sa voix et gardé une immense cicatrice sur le cou, la forçant à vivre avec ce qu'on appelle une canule, c'est-à-dire le petit bitonio là, qui permet donc de respirer directement par la gorge. Dans les médias, tel qu'est présenté le livre et tel que l'auteur le présente aussi, il dit vouloir écrire pour briser le tabou autour de la guerre civile algérienne, celle qu'on appelle la décennie noire. Et s'il fait ce choix de montrer une rescapée dont les blessures sont physiques, c'est pour souvent revenir sur le fait que les autres personnes la voient comme un miroir donc de cette guerre, et qu'en la voyant, ils ne peuvent pas oublier ce que le pays chercherait entièrement à oublier. Pourquoi le pays chercherait entièrement à oublier ça ? En 2005, Bouteflika a fait passer une loi qu'on appelle la loi de réconciliation, qui a permis à tous les terroristes qui n'auraient pas commis de meurtre d'être amnistiés, ainsi qu'à d'amnistier énormément de soldats qui, du côté de l'armée gouvernementale, auraient commis également des actes. Cette loi s'est accompagnée avec une interdiction de parler en mal de cette époque, dans le but de réconcilier les deux parties du peuple, sans un petit peu dire, bon, les deux camps ont eu des torts, essayons de ne pas nourrir les rancœurs en se pardonnant d'une certaine manière. Si je parle de ça, c'est parce qu'on est littéralement là tout de suite à la première page du bouquin, qui est l'Incipit, en plus c'est comme ça qu'on dit, où l'auteur rappelle donc ce texte de loi. Donc dans ce roman, la personnage principale va essayer de retourner sur le village où elle avait grandi et où toute sa famille est décédée, pour essayer de faire un espèce de pont entre son passé et ce possible futur, avec sa possible enfant. Rentrons un petit peu dans le détail avant que je vous dise ce que j'en pense. Moi, ce qui m'a un peu interpellé et qui m'a fait très bizarre, c'est dès la 2e page, en réalité, à propos donc de ses hésitations autour de l'avortement, l'auteur écrit ça. « Si je me retiens, je devrais t'ôter la vie sans cérémonie, crûment, presque dans l'insouciance, comme un boucher qui bâillerait sur la carcasse d'un mouton. Je veux dire, fendre le sac qui te contraint et où tu gigotes, et laisser filer le peu de vie que tu as fini par amasser. Tu n'es pas en vie d'ailleurs, médicalement, ni une morte, ni du point de vue de Dieu. » Alors évidemment que quand on pense à l'avortement, il y a des sentiments qui sont extrêmement contradictoires et même violents. Mais là, je crois qu'on a 1 mois et demi, donc comme il le dit lui-même, ce n'est pas encore une personne en vie. Et pourtant, il part tout de suite dans des comparatifs que je trouve très pro-life, de une carcasse de mouton. Enfin, comparer un fœtus de moins de 3 mois à ça, je trouve qu'il y a une forme déjà de culpabilisation et de... Je suis mal à l'aise. Alors, est-ce que ça continue dans le reste du roman ?
Elle va évidemment décider de garder son enfant, et c'est tout en fait. Il y a pas d'autre truc. En fait, tout est présenté comme un dilemme tout le long du roman, en mode est-ce qu'elle va avorter ou pas? Et en fait, dès la 2e page, on sent qu'elle ne va pas avorter. Ça se voit dans les choix des mots qui sont faits. Finalement, ce qui la pousse à vouloir possiblement avorter, c'est le fait de faire naître une fille au monde dans un monde qui est sexiste. Et surtout dans un monde qui est sexiste à cause de l'islam. Et que d'être une femme seule avec un enfant, ça pourrait lui attirer des problèmes vis-à-vis des personnes qui l'entourent, etc., etc. 5 pages plus loin, j'ai déjà une nouvelle remarque négative assez forte, et je crois que je vais devoir enlever le masque et arrêter de prétendre le petit suspense de ce que j'ai aimé ou pas. La personnage écrit dans un dialogue intérieur, puisqu'elle ne peut pas parler, elle n'a pas vraiment de voix, elle parle de cette langue intérieure qui est le flot de ses pensées. Elle dit, en face, c'est café marhaba. Entre parenthèses, bienvenue. Je te le traduis dans ma langue intérieure, puisqu'elle s'adresse à son fœtus. Pourquoi tu traduis? C'est un roman qui se passe entièrement à Alger. On ne fait jamais mention des Français. Je ne comprends pas. Moi, ça me sort de l'immersion, personnellement. On est censé être là-bas. Je suis pas bête. C'est lire un livre qui se passe dans un autre pays sans avoir besoin qu'on m'explicite tout. Bref, on voit tout de suite là, dès le début, que ce roman, quand il dit vouloir briser les tabous, quelque part, il ne l'adresse pas aux Algériens, mais bien aux Français. Et on a la même chose 2 pages plus tard, où il insiste encore sur ce truc de « une marchandise au marché de la Bastille », entre guillemets, c'est un endroit où l'on fait ses courses à Oran. Je suis extrêmement sceptique de ces précisions qui sont directement faites pour des Parisiens. Je note aussi cette petite phrase, où là on a un personnage donc qui est libraire. « Nos livres édités depuis l'époque de la France nous accordaient une parole rare et inestimable. » Et il le place en opposition à certaines interdictions ou volontés d'interdire les livres de la part des religieux. Mais au lieu de glorifier une littérature libre algérienne, il va plutôt venir dans ce rapport de glorification de la France, et on sait que dans le contexte colonial, ce genre de phrase, je pense, peut faire grincer des dents, et qu'elle est totalement volontaire. Alors si on veut parler un petit peu du style tout de même du livre, personnellement je l'ai trouvé bien écrit. Je dirais pas très bien écrit, mais bien écrit. Comparé au livre là de Thierry Sand, Le Chèvrefeuille, je trouvais ça mieux écrit. Disons qu'il y a un niveau global de l'écriture du roman qui est meilleur. En revanche, je le trouve plus homogène. C'est-à-dire que dans le livre de Thierry Sand, s'il y avait des trucs qui étaient vraiment nuls, mais pas très bien écrits au global, il y avait parfois des fulgurances qui me plaisaient beaucoup. Là, dans le livre de Kamel Daoud, je trouve qu'il y en a peu. Et je trouve même que parfois il essaye d'en faire et que c'est un peu raté, et qu'il en fait trop. Mais bon, il y a quand même quelques phrases que j'ai trouvées très belles. Je vous en lis quelques-unes quand même. Parfois, la nuit me poignarde avec la peur de ton avenir. Ou encore cette phrase, je pouvais embarrasser un adulte ou faire pleurer une camarade de classe avec mes yeux. Un vrai alphabet, je te jure, une collection de couteaux. La métaphore est incroyable, vu qu'elle ne peut pas parler, elle est très expressive avec ses yeux. Et je note au passage que là, il y a un petit « je te jure » pour faire un espèce de dialogue un petit peu plus oral. On voit ça 2-3 fois dans la première partie, ensuite, ça disparaît. Et globalement, sur le découpage de ces 3 parties, je dirais que c'est assez inégal aussi. C'est-à-dire qu'on a une longue première partie avec uniquement du dialogue interne, où il y a énormément de répétitions. Et on tourne un petit peu en rond. Et c'est compréhensible, on est dans le registre de l'hésitation, donc évidemment qu'il y a cette espèce de rythme un petit peu lancinant pour faire comprendre dans quel espace mental on se situe. Par moments, c'est un peu lourd. Mais comme disait, il y a quand même ce côté fouillis, puisqu'il y a des trucs qui sont dits dans cette 2e partie qui viennent presque contredire ce qui a été dit par moments dans la première. J'ai une sensation de pas fini, surtout sur la première partie. C'est-à-dire qu'il va donner une information sur un fait, il va la redonner 30 pages plus tard et la redonner dans la partie 2 avec des informations qui sont pas exactement les mêmes. Une différence de chiffres, une différence de date. Et je pense pas que ça soit une volonté de faire douter de la mémoire. Je crois vraiment que la première partie a juste été écrite un petit peu plus rapidement. J'en sais rien, mais c'est mon sentiment. J'ai eu du mal à rentrer dedans et ensuite après ça coulait tout seul. Parce que l'écriture, comme je disais, elle est quand même très agréable à lire, très poignante. Bref, il y a tout pour nous accrocher et nous bousculer quelque part. Vraiment, le roman est fait pour choquer, pour t'accrocher. Et ça marche en partie. Un des immenses propos de son roman, c'est le droit des femmes, on l'a compris, et il insiste à de nombreuses reprises dans le roman sur ce sujet. On reste des esclaves, libres depuis trop peu de temps. Tout peut se renverser, se perdre à la moindre cuisse dénudée. Une robe à fleurs trop courte décide de ta vie. Ce qu'il explique donc de la vie d'une femme en Algérie. Il continue à fond sur ce registre en donnant des explications de pourquoi les hommes, et notamment les hommes musulmans, détestent les femmes. Leur étant promis des houris, des femmes magnifiques au paradis, ils détestent celles qu'ils ont dans la vraie vie. Nous, les femmes, nous sommes les belles sœurs des houris du paradis, leurs bru, leurs concurrentes, leurs parents ternes, leurs sosies mal dégrossies.
Le voile chez les femmes musulmanes, c'est un petit peu une des obsessions de Kamel Daoud. Quasiment tous ces personnages féminins positifs ne portent pas le voile. Et quand il décrit la femme de l'imam en face du salon de coiffure, il dit « On ne pouvait même pas la reconnaître dans la rue, tant les femmes au voile intégral se ressemblent dans leur nuit cadenassée. » Kamel Daoud, vous venez de voir le reportage. Est-ce que vous connaissiez Dearborn, cette ville qui est appelée la capitale arabe des États-Unis? Et puis une réaction sur ce qu'on vient de voir. Non, trois petites remarques. Je ne comprends pas pourquoi c'est votre journaliste qui doit se couvrir les cheveux et pas celui qui l'a accueilli. Donc, je ne comprends pas pour la mosquée. Il est contre le voile, même dans l'enceinte d'un lieu sacré. Bon, je vous laisse en juger. Tout ça, donc, c'était sur le sujet des droits des femmes et de comment il l'évoque au travers de son roman. Le deuxième immense thème, c'est évidemment la guerre civile et la mémoire des victimes. Il adresse directement cette question. Et si nous exigions un monument, nous, les survivants de la guerre civile des années 90 ? Il oppose en ça la guerre de la libération contre la France, qui elle est énormément abordée à l'école, qui a ses monuments, ses héros, et il déplore le fait qu'il n'y ait pas la même chose avec la décennie noire. En fait, ce qu'il cherche à montrer par là, c'est qu'il y a des victimes qui, à cause de cette loi de réconciliation, ne peuvent pas parler de leur propre vécu et ont, pour certaines, l'impression d'avoir été bafouées dans la justice qu'elle aurait pu avoir, que l'État ne reconnaît pas véritablement les violences qu'ils ont pu subir. Il y a tout un rapport aux chiffres, du coup. Il raconte cette anecdote réelle de la guerre où il avait été sur place d'un massacre, qui est en soi celui qui a raconté, à travers de l'histoire de la jeune femme, où il y aurait eu 1000 morts, et quand il arrivait à la rédaction, ils ont finalement titré quelques dizaines de morts. Parce que ça semblait si invraisemblable qu'il y ait autant de victimes que personne ne voulait l'admettre d'une certaine manière. Il y a eu une bataille de la reconnaissance aussi du nombre de victimes. À un moment, l'État reconnaissait 100 000 morts, chiffre qui est aujourd'hui officiel à 200 000, et Kamel Daoud, lui, avance un chiffre que personnellement je n'ai vu nulle part dans mes recherches. On compte 200 000 morts, selon les chiffres des gagnants, un demi-million d'après les perdants. Le 29 septembre 2005, jour de la réconciliation des meurtriers avec les meurtriers. Ils ont gagné la guerre, ma fille, les militaires aussi ont gagné, seuls les morts ont perdu. Par ces deux phrases-là, Kamel Daoud, il veut vraiment se situer du côté du peuple qui a subi cette guerre. Bon, il y a évidemment aussi beaucoup de descriptions de passages qui sont extrêmement durs à lire à propos de cette guerre, d'autres qui sont intéressants aussi pour comprendre comment vivaient les gens durant cette décennie noire. Il décrit les militaires venir tous les jours dans un village, soumettre les habitants à la question pour leur faire dire où étaient cachés les islamistes, et à la nuit, les islamistes venir menacer de mort toute alliance avec le gouvernement. Bref, une ambiance où les habitants étaient réellement pris en otage par la situation des deux camps qui s'affrontent. Le seul moment où il essaye de prendre le point de vue d'une femme voilée et le point de vue d'une personne qui a été terroriste pour ne pas avoir qu'une seule version de l'histoire, c'est cet exemple de femme qui est ostracisée, qui est en quelque sorte mal vue en société parce qu'elle a été terroriste, donc elle n'arrive pas à retrouver du boulot, elle n'a pas d'aide d'État, en bref c'est très compliqué pour elle. Et l'auteur dénonce encore une fois par là le fait que les hommes n'ont eu aucun problème à se faire amnistier. En revanche, les femmes, on les a laissées dans une situation terrible. Bref, il dénonce ce sexisme général, qui soit celui d'État ou celui des gens. Je veux qu'on nous oublie une fois pour toutes, qu'on se souvienne de nous. Et c'est toute sa thèse contre la loi de la réconciliation, c'est qu'il trouve qu'elle est dans un entre-deux qui n'est confortable finalement pour personne. Bon, et la fin, j'ai moins envie de l'aborder que pour le chèvrefeuille, parce que dans le chèvrefeuille, je la trouve un peu intéressante, et là, je la trouve assez bof. Globalement, elle va dans le village où elle était née, et elle se fait capturer par un islamiste fou, qui lui rappelle du coup le mec qui a essayé de la tuer quand elle était gosse, qui est allié à l'imam, qui faisait semblant d'être gentil, et finalement, elle est libérée. Après, tout un espèce de road trip où il lui arrivait que des galères et des enfers, où elle est sans chaussures, etc. Bon, justement, ça va nous permettre d'aborder les critiques plus globales. On va arriver au petit dossier. Même si ça fonctionne en partie, je me questionne quand même sur son utilisation de ce personnage de femme qui va placer dans les pires situations possibles systématiquement pour pouvoir exacerber le propos qu'il veut faire passer. Parce que je trouve qu'il joue sur une corde extrêmement sensationnaliste. Il veut alerter sur le danger d'un islamisme parce qu'il l'a vu à l'œuvre, il l'a subi, il en a vu les morts. Et sur ça, je peux comprendre. Évidemment, il y a énormément des choses qu'il dit qui prennent racine dans une réalité. L'Algérie reste un pays conservateur sur plein de mœurs. Aujourd'hui, 80% des femmes algériennes portent le voile et c'était pas forcément le cas avant. Certaines, d'ailleurs, le portent plus par mimétisme social qu'autre chose. Et si je regarde un petit peu les statistiques, je vois qu'effectivement, il y a des contrastes très forts où 60% des étudiants en université sont des femmes, parce que honnêtement, on n'a pas l'impression dans le roman de Kamel Daoud. En revanche, effectivement, quand on regarde la population active, 67% des hommes ont un travail ou en cherchent,
contre seulement 17 chez les femmes. Et c'est vrai que c'est très peu. Mais je ne peux encore une fois que me questionner sur sa volonté qu'il y a derrière. Je veux dire, on parle d'un homme qui fait un grand livre féministe alors qu'il a quand même été condamné à Alger pour coups et blessures sur sa femme en 2019. Il y a aussi la position politique qu'il est un soutien à l'État d'Israël dans un pays où globalement c'est pas le cas. On soutient la Palestine. J'ai d'autres raisons de me questionner sur l'angle qu'il prend pour tourner son propos. Il y en a un sur son positionnement où il dit il faut arrêter de parler de la révolution algérienne vis-à-vis de la France, en sous-entendant à plein de moments que quand même la France, ça va, c'est des sympas. Par exemple, dans un article à Paris Match, un de ses amis et journalistes avec qui il bosse au Point raconte que, depuis leur rencontre à Alger en 2017, lors d'un déjeuner officiel, le président de la République, Emmanuel Macron, se passionne pour l'auteur de Meursault contre-enquête. Bon, on sait que Macron, il adore un petit peu, voilà, dès qu'il y a des artistes, des gens, il aime bien être proche d'eux. Et il se trouve que, visiblement, Kamel Daoud, il aime bien être proche de Macron aussi, du coup. Un petit peu avant la déclaration de ce prix Goncourt, Emmanuel Macron reconnaissait officiellement que l'État français avait participé aux assassinats politiques dans d'autres pays, et notamment en Algérie. Bon, chose que tout le monde se doutait, mais c'était une reconnaissance officielle. Là, c'est mon moment Romain Molina, mon moment Juan Branco, mais je me questionne. Comment ça se fait que, juste après, on a un livre d'un ami d'Emmanuel Macron qui vise à déstabiliser certaines décisions de l'État algérien, qui, encore une fois, sous certains aspects, ce travail de mémoire peut être retravaillé et il y a sans doute un énorme besoin de la part de beaucoup de victimes. Mais je me questionne quand on voit l'obsession française vis-à-vis du voile. À la rentrée 2023, le Premier ministre Gabriel Attal avait tout de même envoyé des policiers devant les collèges pour mesurer la taille des robes des jeunes filles. Et là, on retrouve un roman qui est explicitement contre le port de toute forme de voile. En fait, pour être plus clair dans ce que je veux dire, c'est que ce livre, c'est un livre de propagande. C'est-à-dire qu'il va prendre certains faits qui sont vrais, il va en rajouter d'autres qui sont ses opinions personnelles, et il va impacter tout ça avec un pathos et des choses qui sont tellement horribles, qui vont nous provoquer des sentiments qu'on ne peut pas réfuter. Pas réfuter ce qui nous fait ressentir. Et ça va nous faire adhérer à son propos de fond, qui, sur certains aspects, est franchement questionnable. Il y a d'autres choses qui sont paradoxales chez lui. Parce que quand il dit il est interdit d'enseigner, d'évoquer, de dessiner, de filmer et de parler de la guerre des années 90. Et que tous les médias présentent ce prix Goncourt et ce livre comme celui qui va briser les tabous et que personne n'en parle. Excusez-moi, mais c'est un mensonge. Évidemment qu'il y a un tabou. Il y a un très bon article de Mediapart qui parle de la difficulté pour certains habitants d'aborder les victimes de la guerre et ce qui s'est passé. Mais le nombre de romans qui parlent de cette guerre et qui sont publiés et qui sont trouvables est quand même assez énorme. J'en citais quelques-uns. La malédiction de Rachid Mimoumi, Le blanc de l'Algérie d'Assia Djebar, Au commencement était la mer de Maïssa Bey, L'étoile d'Alger d'Aziz Chouaki, À quoi rêvent les loups de Yasmina Kadra, excellent livre. Le noir te va si bien de Ahlam Mosteranemi, pour citer des trucs un petit peu plus récents. 1993, d'Adelaine Mehdi, qui pour le coup travaille même avec Kamel Daoud. Il y en a d'autres qui l'abordent. Fils de la haine, de Rachid Boudjedra. Il y a des films aussi. Le repenti, de Marzak Alouache. Les bienheureux, de Sofia Djama, en 2012 et 2017. Il y en a. C'est un mensonge. Il ne brise aucun tabou. Il vient porter une question politique, bien sûr, mais il ne brise pas un tabou rien qu'en l'abordant, contrairement à ce qui nous est vendu dans tous les médias. J'ai fait qu'en citer une petite partie en faisant des recherches rapides. Et il y a un autre aspect qui a été soulevé sur les réseaux, sur lequel on peut se questionner. Dans une interview avec Leila Slimani, il dit ceci. Aujourd'hui, il suffit d'être au mauvais endroit, au mauvais moment, dans n'importe quelle ville du monde. Aujourd'hui, emmener un concert, tes enfants à un concert, t'as peur. Te mettre sur une terrasse, tu vois là, imagine un fou qui débarque. C'est horrible, même si en même temps je me dis que ça va peut-être provoquer une sorte de changement dans nos sociétés, peut-être, je sais pas, un hédonisme nouveau. On avait oublié la mort, on avait oublié le danger. Alors, je vais te dire une chose. C'est Quelles sont les terrible de dire meilleures ça, années mais- en Algérie pour nous? Je vais te dire une monstruosité. La décennie noire. Tous les Algériens que je connais m'ont dit ça. C'est terrible. Sexe, alcool et vie intense. Tu peux pas savoir. Hein. Ouais. Tu peux Ouais, pas parce que tu savoir. peux mourir demain. Oui. Et on tes est- amis meurent. Et on était tellement conscients de ça, de ce qui était précaire, de ce qui était vif. Et après, paradoxalement, Tu la devrais paix est raconter revenue. ça. La paix est revenue, on s'ennuie. Enfin, c'est grave quand même. Je veux dire, il est en train d'écrire un roman qui a eu un prix pour dénoncer les horreurs de la guerre, et lui dit que c'était ses meilleures années. C'est des propos choquants. J'ai lu une interview de lui où il précise pourquoi il a pu dire ça. Il dit « La guerre, ce fut aussi des années de sexe, d'alcool, de joie féroce que les gens ne comprenaient pas, parce que chaque jour, quelqu'un qu'on connaissait disparaissait. » Et plus loin, il dit « Je n'oublie jamais que ces tueurs m'ont volé mes meilleures années de ma vie de 20 à 30 ans. Je ne les ai pas vues, ces années, je ne les ai pas vécues. » Je comprends la nuance qu'a apporté aussi de c'est à la fois ses meilleures années et à la fois c'est les pires parce qu'il aurait préféré ne pas être dans cette situation-là.
Le propos reste choquant, mais je voulais quand même essayer de comprendre pourquoi il avait pu penser ça, et surtout écrire un livre tel que celui-là, après avoir dit quelque chose comme ça. Nouvelle révélation dans les dossiers du Goncourt 2024. Alors que j'étais en train de finaliser cette vidéo, le 15 novembre est sorti un entretien d'une trentaine de minutes sur une chaîne de télévision algérienne, où une femme raconte comment Kamel Daoud lui a volé sa propre histoire. Alors, non seulement tous les éléments de sa vie collent à la perfection au personnage principal de Houris, sa cicatrice à la gorge, la manière dont elle parle, le fait qu'elle ait des tatouages, qu'elle possède un salon de coiffure, et même l'histoire de l'avortement. Mais le plus choquant, c'est que la femme de Kamel Daoud était littéralement sa psychiatre depuis 2015. Donc elle lui a dit des choses qu'elle n'a dit à personne d'autre dans sa vie entière et qui se retrouvent en 4K dans le roman. Le pire, c'est qu'il y a quelques années, elle a rencontré Kamel Daoud qui avait déjà fait part de sa volonté d'utiliser son histoire, à laquelle elle avait explicitement refusé plusieurs fois. Sa mère, elle, s'opposait également à cette idée, une mère qui semblait avoir un petit peu d'importance, un petit peu de pouvoir, qui est décédée, et elle pense que c'est depuis ce décès que Kamel Daoud a décidé de passer à l'acte. Si ça s'avère vrai, et honnêtement, ça semble l'être, voilà, elle dit avoir des messages, des papiers pouvant prouver tout ça. Elle raconte qu'une des proches de Kamel Daoud lui aurait proposé de l'argent en évoquant que le livre va être adapté au cinéma et qu'elle pourrait participer à l'écriture. Cette personne lui aurait même donné un exemplaire du livre dédicacé spécialement pour elle. Notre pays a souvent été sauvé par des femmes courageuses. Tu en fais partie, avec mon admiration. Bref, ça a un impact sur sa vie depuis des mois, depuis l'annonce du concours. Des gens qui la connaissent l'ont contactée pour lui demander combien elle avait vendu son histoire, pourquoi elle avait accepté ça, certains qui la félicitent, d'autres qui sont choqués, qui dévoilent ainsi l'intimité de sa vie. Bref, c'est absolument honteux, déjà d'un point de vue moral, parce que pour utiliser l'histoire aussi sensible d'une personne sans son accord, faut vraiment être une merde, je suis désolé de le dire. Mais surtout, le gros problème, c'est qu'on parle là d'une trahison du secret médical, ce qui est encore plus grave. Elle indique qu'elle ira jusqu'au bout d'éventuelles démarches de plainte et qu'elle compte écrire elle-même sa vraie histoire. Elle s'y sent en quelque sorte désormais obligée pour établir la vérité sur sa propre vie, regrettant de ne pas avoir pu choisir la manière dont elle dévoile sa propre histoire. Ma vidéo, elle est publiée le 19 novembre. La veille, Kamel Daoud n'avait encore fait aucune déclaration à ce propos. Aucun média ne s'en était encore saisi. Ça devrait pas tarder, en tout cas je l'espère. J'essaierai de mettre en message épinglé s'il y a des évolutions sur cette histoire. Mais en tout cas, ça fait beaucoup de dossiers autour de cet auteur. Et écoutez, voilà, après un prix Goncourt d'un pétainiste en 1924, nous on a ça en 2024. Bon. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de tous les dossiers que j'avais à ressortir autour de ce prix Goncourt. Je vous laisse vous faire votre propre avis là-dessus. Bilan de ce lecture de prix Goncourt à 100 ans d'écart. J'ai lu 2 livres nuls. Non, ce n'est pas nul non plus, Houris, mais c'était pas génial non plus. Je pense que pour le coup, c'est vraiment un prix qui était extrêmement politique. C'est vraiment le propos du livre qui fait que les vieux croutons du prix Goncourt, ils ont décidé de le donner là. Que ce soit un ami de Macron, peut-être, le complot. Ah si, aussi, je voulais dire que, mine de rien, sur les 2 Goncourt, on a 2 romans de personnages qui racontent ce qu'ils ont vécu dans une guerre. Voilà, c'est tout, mais mine de rien, on a un parallélisme un petit peu historique, de thématiques. Comme quoi, l'histoire est un cycle. Bref, ça m'a fait plaisir de faire une petite incursion dans le BookTok. Peut-être qu'on se retrouve l'année prochaine pour 1925 vs 2025. Peut-être que je vais en venir à parler de manga aussi. Si ça vous a intéressé, que vous avez aimé ce taf, vous savez quoi faire. Un petit commentaire, un abonnement, un petit partage aux gens autour de vous qui pourraient être curieux de ce contenu-là. Bref, on se retrouve bientôt, il y a pas mal d'autres vidéos sur le feu. Allez, à plus. Marhaba.